Je m'appelle docteur Laurent Dubois, et après 23 ans comme médecin légiste à Lyon, je pensais avoir tout vu. Les suicides, les accidents, les meurtres les plus sordides. Mais ce qui m'est arrivé le 15 novembre dernier a changé ma perception de la mort pour toujours. Ce matin-là, on m'a amené le corps d'une femme d'environ 40 ans retrouvée dans son appartement. Marguerite Leclerc, selon les papiers. Pas de signes évidents de violence, pas de traces de lutte. Elle gisait simplement dans son lit, les yeux fermés comme endormie. Les policiers parlaient de mort naturelle, peut-être un arrêt cardiaque. Quand j'ai commencé l'examen externe, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sa peau était d'une pâleur inhabituelle, presque translucide, et elle dégageait une odeur particulière. Pas la puanteur habituelle de la décomposition, mais quelque chose de plus subtil, comme l'encens mélangé à de la terre humide. Ses mains étaient crispées, les ongles enfoncés dans les paumes, comme si elle avait lutté contre quelque chose d'invisible. J'ai commencé l'incision en NIG standard. Dès que mon scalpel a touché sa peau, j'ai senti une résistance anormale. La chair semblait vivante sous la lame. Je me suis dit que c'était mon imagination, l'effet de la fatigue sans doute. Mais quand j'ai ouvert la cage thoracique, mon sang s'est glacé, ses organes pulsaient. Pas des spasmes post-mortem normaux. Non, un battement régulier, rythmé, comme si son cœur continuait à pomper malgré l'arrêt cardiaque présumé. J'ai pris son pouls au poignet. Rien. Pas de battement carotidien non plus. Pourtant, sous mes yeux, ses poumons se gonflaient et se dégonflaient lentement, et son cœur battait avec une régularité troublante. J'ai appelé mon assistant, Michel, pour qu'il vienne voir. Quand il s'est approché de la table d'autopsie, les battements se sont accélérés, comme si le corps réagissait à sa présence. Michel a pâli et m'a regardé avec des yeux ronds. « Docteur, c'est normal ça ?» Sa voix tremblait. J'ai décidé de poursuivre l'autopsie malgré ces anomalies. Peut-être était-ce un phénomène médical rare, quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une publication scientifique. Mais plus j'avançais, plus les choses devenaient inexplicables. Quand j'ai examiné son cerveau, j'ai découvert qu'il présentait une activité électrique. « Pas possible !» me suis-je dit. J'ai vérifié 3 fois avec l'EEG portable. Les ondes cérébrales étaient là, faibles mais présentes, comme si Marguerite Leclerc rêvait encore. C'est à ce moment-là qu'elle a ouvert les yeux. Je vous jure sur la tombe de ma mère, cette femme officiellement décédée depuis plus de 12 heures a ouvert les yeux et m'a regardé directement. Ses pupilles étaient dilatées, d'un noir profond qui semblait absorber la lumière des néons au-dessus de nous. Michel a lâché ses instruments et a reculé en bégayant des mots incohérents. « Docteur !» Sa voix était un murmure rauque comme le bruit du vent dans les feuilles mortes. « Pourquoi m'avez-vous ouverte ?» Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai essayé de garder mon calme professionnel, mais mes mains tremblaient. « Madame Leclerc, vous êtes censée être morte. » Elle a souri, et ce sourire était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Ses lèvres se sont étirées bien au-delà de ce qui était humainement possible, révélant des dents qui semblaient avoir poussé plus longues et plus pointues qu'elles n'auraient dû l'être. Morte, elle a ri, un son cristallin qui résonnait étrangement dans la salle d'autopsie carrelée. « Docteur, on ne peut pas tuer ce qui n'était pas vraiment vivant pour commencer. » Ses organes continuaient à battre, mais maintenant je pouvais voir qu'ils changeaient de couleur, passant du rouge sombre au noir, puis à une teinte verdâtre que je n'avais jamais vue dans aucun manuel médical. L'odeur d'encens et de terre s'est intensifiée, accompagnée maintenant d'un parfum douceâtre de fleurs fanées. « Vous voulez savoir comment je suis morte, docteur ?» Sa tête s'est tournée vers moi avec un angle impossible, à 180 degrés. Je ne suis pas morte. Je suis juste revenu. Michel s'est évanoui derrière moi. Le bruit de son corps qui s'effondrait sur le sol carrelé résonne comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la salle. Marguerite Leclerc s'est assise sur la table d'autopsie, ses organes toujours exposés, battant avec une vie surnaturelle. Du sang noir coulait de l'incision en digue, mais au lieu de couler vers le bas, il remontait lentement le long de son torse, comme s'il défiant les lois de la gravité. « Vous voulez connaître la vérité, docteur ?» Sa voix résonnait maintenant directement dans ma tête, sans passer par mes oreilles.
Il y a 3 semaines, j'ai participé à une séance de spiritisme dans le vieux cimetière du Père-Lachaise. Nous voulions contacter ma fille décédée il y a 10 ans. Elle a tendu sa main vers moi et j'ai vu que ses ongles continuaient à pousser sous mes yeux, devenant noirs et recourbés. Mais ce n'est pas ma fille qui a répondu. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui attendait depuis très longtemps qu'on lui ouvre une porte. Les néons au-dessus de nous ont commencé à clignoter, projetant des ombres dansantes sur les murs. La température de la pièce a chuté brutalement. Je pouvais voir ma respiration se condenser dans l'air glacial. Cette chose m'a suivi chez moi. Elle s'est glissée en moi pendant que je dormais. Et maintenant, elle a ri de nouveau. Et cette fois, sa bouche s'est ouverte si largement que j'ai pu voir jusqu'au fond de sa gorge, où quelque chose bougeait dans l'obscurité. Maintenant, elle peut utiliser mon corps pour passer dans votre monde. J'ai voulu courir, mais mes jambes refusaient de bouger. C'était comme si des racines invisibles m'attachaient au sol. Marguerite s'est levée de la table, ses organes pendant de son torse ouvert, et a fait un pas vers moi. « Ne vous inquiétez pas, docteur. Vous allez juste mourir un petit peu. Et puis, comme moi, vous allez revenir. Mais vous ne serez plus vraiment vous. » C'est là que j'ai fermé les yeux et que j'ai prié. Quand je les ai rouverts, j'étais seul dans la salle d'autopsie. Michel gisait inconscient au sol. Sur la table, il n'y avait plus qu'un corps vide, complètement desséché, comme une momie. Mais ce qui me hante le plus, c'est ce que j'ai trouvé gravé dans le métal de la table. « Merci pour la porte, docteur. » Depuis cette nuit, je vois Marguerite Leclerc partout, dans les reflets des fenêtres, dans l'ombre des couloirs, dans mes rêves. Et chaque matin, je sens quelque chose grandir en moi, quelque chose qui n'était pas là avant. Je pense que bientôt, ce ne sera plus vraiment moi qui écrirai ces rapports d'autopsie. Préparez-vous, commençons l'histoire 2. Vous allez mourir de peur. Docteur Isabelle Moreau ici, médecin légiste à Marseille depuis 15 ans. Ce que je vais vous raconter défie toute logique médicale, mais je vous assure que chaque mot est vrai. Cela a commencé il y a 6 mois, quand ils ont rénové la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. Les travaux ont révélé une cave plus ancienne sous nos fondations. D'après l'architecte, elle datait probablement du XVIIe siècle, quand l'hôpital était encore un monastère. Ils ont décidé de l'intégrer à notre espace de stockage, installant des réfrigérateurs supplémentaires dans cette cave voûtée aux murs de pierre. Le premier soir où nous avons utilisé ce nouvel espace, j'ai entendu des murmures. Au début, j'ai pensé que c'était la ventilation ou les nouveaux réfrigérateurs qui se mettaient en route. Mais en tendant l'oreille, j'ai réalisé que c'était des voix humaines, très faibles, comme des chuchotements lointains, mais distincts. Elles semblaient venir des murs eux-mêmes. J'ai appelé l'équipe de maintenance. Ils ont vérifié la tuyauterie, l'isolation, tout. Rien d'anormal. Peut-être des échos venant de l'étage supérieur, m'ont-ils dit. Mais je savais que ce n'était pas ça. Ces voix parlaient latin, et certains mots me semblaient familiers de mes études de médecine. Corpus, anima, mortis. La situation s'est aggravée la semaine suivante. Un soir, en descendant chercher un dossier, j'ai entendu distinctement mon nom chuchoter dans l'obscurité. Isabelle. Isabelle. La voix était douce, presque maternelle, mais elle me glaçait le sang. J'ai allumé toutes les lumières et inspecté chaque recoin de la cave. Rien. Mais l'air était devenu épais, difficile à respirer, et une odeur d'encens flottait dans l'atmosphère. Le sam odeur que dans les vieilles églises, mélangée à quelque chose de plus sombre, de plus ancien. C'est mon collègue, Dr Bertrand, qui a fait la découverte la plus troublante. En déplaçant l'un des nouveaux réfrigérateurs, il a trouvé des inscriptions gravées dans la pierre du mur. Pas des graffitis récents, mais des gravures profondes, usées par les siècles. Elles formaient un cercle parfait avec des symboles que ni lui ni moi ne reconnaissions. Au centre du cercle, une phrase en latin que j'ai traduite avec l'aide d'un prêtre de la paroisse voisine. « Ici reposent ceux qui ont choisi de rester. » Rester pourquoi? Ai-je demandé au père Martinez. Il a pâli en lisant l'inscription complète et a refusé de me donner une traduction intégrale. Certaines choses doivent rester enterrées, docteur, littéralement. Mais les murmures continuaient, et ils devenaient plus forts chaque nuit.
les choses ont basculé le mois dernier. J'effectuais une autopsie tardive sur un homme âgé décédé dans des circonstances suspectes. Il était presque minuit et j'étais seul dans la morgue avec le corps de Henri Dubois, 82 ans, retrouvé mort dans son appartement. Pendant que je procédais à l'examen externe, les murmures ont commencé plus tôt que d'habitude. Mais cette fois, ils ne venaient pas seulement des murs. Ils semblaient s'élever du corps sur ma table. J'ai posé mon stéthoscope sur la poitrine du défunt. Silence complet comme attendu, mais quand j'ai retiré l'instrument, j'ai entendu distinctement « Il ne fallait pas nous réveiller ». Ma main a tremblé si fort que j'ai failli lâcher le stéthoscope. J'ai regardé le visage de Henri Dubois. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres immobiles, mais j'aurais juré que sa bouche avait bougé imperceptiblement. « Qui êtes-vous » ai-je chuchoté dans le silence oppressant de la morgue. Les néons ont vacillé, et toutes les voix du sous-sol ont répondu à l'unisson « Nous sommes les gardiens. Nous avons protégé ce lieu pendant des siècles. » L'air s'est refroidi brutalement. Mon souffle se condensait maintenant devant mon visage. J'ai reculé de la table d'autopsie, mais mes pas résonnaient étrangement, comme si le sol sous mes pieds était devenu creux. Ce monastère était différent des autres, ont continué les voix. Les moines d'ici ne craignaient pas la mort. Ils l'étudiaient, l'apprivoisaient. Ils ont appris à rester après leur dernier souffle. J'ai vu l'impossible. Les yeux de Henri Dubois se sont ouverts. Mais ce n'étaient plus ses yeux à lui. Ils étaient d'un blanc laiteux, sans pupille, et ils brillaient d'une lumière froide dans l'obscurité. « Docteur Moreau, » a dit le corps avec une voix qui n'était pas la sienne, « vous perturbez leur repos. Chaque autopsie, chaque incision dans cette morgue réveille un peu plus les anciens gardiens. Je me suis précipité vers la sortie, mais la porte s'est claquée violemment devant moi. La poignée était glacée sous ma main et refusait de tourner. J'étais piégé avec ce corps qui me parlait et ces voix qui chuchotaient de plus en plus fort. « Nous ne vous voulons pas de mal », ont murmuré les murs. « Nous voulons juste que vous compreniez. Ce lieu est sacré. Les morts qui arrivent ici ne partent jamais vraiment. » Henri Dubois s'est assis lentement sur la table d'autopsie, ses mouvements saccadés comme ceux d'une marionnette. « Vous pouvez continuer votre travail, docteur, mais maintenant, vous faites partie de notre gardiennage. » La porte s'est finalement ouverte et j'ai couru jusqu'à ma voiture sans me retourner. Mais le lendemain matin, quand je suis revenu au travail, Henri Dubois était toujours sur ma table, exactement dans la position où je l'avais laissé pour commencer l'autopsie. Comme si rien ne s'était passé. Mes collègues n'ont rien remarqué d'inhabituel. Dr Bertrand m'a même complimenté sur la sérénité particulière qui régnait dans la morgue ces derniers temps. Mais moi, je les entendais toujours, les murmures, les voix des anciens moines qui avaient choisi de rester après la mort. J'ai commencé à remarquer des détails troublants. Chaque corps que j'examinais dans la cave conservait une expression paisible, presque souriante, même dans les cas de mort violente. Leurs yeux, quand je les ouvrais pour l'examen, semblaient regarder quelque chose que je ne pouvais pas voir, et parfois leurs lèvres bougeaient légèrement, formant des mots silencieux en latin. Le pire, c'est que je commençais à les comprendre. Après 3 mois d'exposition quotidienne à leurs murmures, leur langue ancienne devenait familière. Ils me racontaient l'histoire de ce lieu, comment les moines avaient découvert un moyen de préserver la conscience après la mort, comment ils étaient devenus les gardiens éternels de tous ceux qui passaient par leur morgue. « Chaque âme qui traverse notre seuil reste avec nous », m'ont-ils expliqué un soir. « Nous les protégeons, nous les guidons. Et maintenant, docteur Moreau, vous allez nous aider. » J'ai essayé de démissionner et de demander mon transfert, mais chaque fois que je m'éloignais de l'hôpital, une douleur atroce me tordait la poitrine, comme si quelque chose m'arrachait de l'intérieur. Je ne pouvais plus partir. Maintenant, quand je pratique une autopsie, je ne suis plus seul. Les moines me guident, me montrent des choses que la science moderne ne peut pas expliquer. Ils me font voir l'âme qui s'attarde encore dans les tissus, les dernières pensées gravées dans les neurones, les secrets que les morts emportent avec eux. Et je commence à comprendre pourquoi ils ont choisi de rester. La mort n'est pas une fin.
C'est juste une transformation. Et dans cette morgue ancienne, sous l'hôpital Saint-Joseph, nous sommes tous en train de nous transformer. Les morts que j'examine, mes collègues qui travaillent au-dessus sans rien soupçonner, et moi. Hier soir, en me regardant dans le miroir des toilettes, j'ai vu que mes yeux commençaient à changer. Ils devenaient plus clairs, plus lumineux. Bientôt, je n'aurai plus besoin de lampe pour travailler dans l'obscurité de la cave. Bientôt, je ferai partie des gardiens pour l'éternité. Et vous savez quoi? Je ne résiste plus. Après tout, qui d'autre pourrait mieux protéger les morts que quelqu'un qui les comprend vraiment? Préparez-vous. Commençons l'histoire 3. Vous allez mourir de peur. Je suis Dr Pierre Rousseau, médecin légiste en chef à Tours depuis 18 ans. Dans ma carrière, j'ai vu des centaines de corps dans tous les états imaginables. Mais le cas de Sylvie Mercier va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Sylvie avait 28 ans quand on me l'a amenée un mardi matin de décembre. Accident de voiture, collision frontale avec un poids lourd sur la 10. Son corps présentait des traumatismes multiples, fractures ouvertes, hémorragie interne massive, traumatisme crânien sévère, morte sur le coup selon les secours. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'était l'état de conservation exceptionnel du corps, malgré la violence de l'impact. Sa peau avait une couleur rosée, presque vivante, et quand j'ai touché son bras pour l'examiner, il était encore tiède. Pas inhabituel dans les premières heures, mais après 6 heures de transport et de formalités administratives, c'était surprenant. J'ai commencé l'autopsie standard. Incision en hic, ouverture de la cage thoracique. C'est là que j'ai découvert la première anomalie. Ses côtes fracturées montraient déjà des signes de consolidation osseuse. Impossible. La formation d'un cale osseux prend des semaines, pas des heures. Mon assistant, Paul, a remarqué quelque chose d'encore plus troublant. « Docteur, regardez son bras gauche. » La fracture ouverte que j'avais notée à son arrivée était en train de se refermer sous nos yeux. La peau se réparait lentement, tissant de nouveaux vaisseaux sanguins et de nouveaux nerfs avec une précision chirurgicale. J'ai pensé à un phénomène médical rare, peut-être lié à des facteurs génétiques exceptionnels. Mais quand j'ai examiné son cœur, il s'est remis à battre. Un battement faible d'abord, puis de plus en plus fort. Paul a lâché ses instruments et m'a regardé avec des yeux terrifiés. « Docteur, c'est normal ça ?»« Non, » ai-je murmuré. « Rien de tout ça n'est normal. » J'ai vérifié ses signes vitaux. Pas de pouls au poignet, pas de respiration détectable, mais son cœur battait bel et bien. Et ses pupilles ont commencé à réagir à la lumière de ma lampe de poche. C'est alors qu'elle a ouvert les yeux. Des yeux d'un bleu cristallin, parfaitement conscient. Elle m'a regardé directement, sans confusion, sans panique, comme si se réveiller au milieu d'une autopsie était parfaitement normal. « Bonjour, docteur », a-t-elle dit d'une voix douce et claire. « Je suis désolé de vous avoir fait peur. » Paul s'est évanoui derrière moi. Le bruit de sa chute a résonné dans la salle d'autopsie silencieuse. Moi, je suis resté figé, mes mains gantées encore couvertes de son sang, qui d'ailleurs ne saignait plus de ses incisions. « Comment êtes-vous? » « Vivante ?» Elle a souri, un sourire d'une beauté terrifiante. « C'est compliqué, docteur Rousseau. » Sylvie s'est assise sur la table d'autopsie comme si de rien n'était, malgré l'incision béante dans sa poitrine qui continuait miraculeusement à se refermer. J'observais, fasciné et horrifié, comment ces tissus se reconstituaient avec une vitesse surnaturelle. « Vous voulez savoir ce qui m'arrive, n'est-ce pas ?» Sa voix était hypnotique, mélodieuse. Cela a commencé il y a 3 mois, quand j'ai hérité de la maison de ma grand-mère en Bretagne. Elle s'est levée de la table, parfaitement stable, malgré ses blessures qui se guérissaient encore. J'aurais dû appeler la sécurité, alerter mes supérieurs, mais j'étais paralysé par la fascination scientifique et la terreur. Grand-mère Mercier était particulière. Elle pratiquait ce que les gens du village appelaient la médecine des anciens. En nettoyant son grenier, j'ai trouvé ses carnets et ses ingrédients. L'incision sur sa poitrine n'était plus qu'une fine ligne rose qui s'estompait à vue d'œil. Ses côtes fracturées s'étaient parfaitement ressoudées. Même la déformation de son crâne, causée par l'impact, disparaissait progressivement. Elle avait découvert un moyen de fusionner l'âme avec le corps de façon permanente.
Plus de séparation possible, plus de mort définitive. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange. J'ai bu sa potion par curiosité, juste une gorgée. Je pensais que c'était inoffensif. J'ai trouvé ma voie, mais l'accident, vous étiez morte, cliniquement morte. Oh, je suis morte, docteur, 3 fois en fait. Une fois dans la voiture, une fois dans l'ambulance et une fois ici, sur votre table. Elle a ri et ce son cristallin m'a donné des frissons. Mais maintenant, mon corps refuse de rester mort. Paul gémissait sur le sol, reprenant conscience. Sylvie s'est tournée vers lui avec un sourire bienveillant et j'ai vu ses canines s'allonger légèrement, pas comme des crocs de vampire, mais comme si ses dents s'adaptaient à un nouveau régime alimentaire. Le problème, a-t-elle continué, c'est que chaque résurrection me change un peu plus. Mon corps apprend, s'adapte, évolue, et il commence à avoir des besoins particuliers. L'odeur de la salle a changé. Plus d'antiseptiques, plus de formol. Maintenant, ça sentait la terre fraîche et quelque chose de musqué, d'animal. La température a chuté de plusieurs degrés et notre respiration est devenue visible dans l'air glacial. Vous savez, docteur, j'ai une proposition à vous faire. Ses ongles s'étaient allongés, devenant pointus comme des griffes. Vous êtes un homme de science. Vous pourriez documenter ma transformation, l'étudier. En échange, je pourrais vous montrer des choses que la médecine conventionnelle ne soupçonne même pas. Paul s'est redressé et a vu Sylvie debout, complètement guérie. Il a hurlé et s'est précipité vers la sortie, mais la porte s'est claquée devant lui avec une force surnaturelle. « Personne ne part », a murmuré Sylvie. « Pas encore. » Les lumières de la morgue se sont éteintes d'un coup, nous plongeant dans une obscurité totale. Mais étrangement, je pouvais voir Sylvie avec une netteté parfaite, comme si elle émettait sa propre lumière froide et bleutée. « Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer », a-t-elle dit en s'approchant de Paul qui tremblait contre la porte verrouillée. « Mon corps a besoin d'énergie vitale pour maintenir sa régénération. Au début, je pensais que je devais tuer pour survivre, mais j'ai découvert quelque chose de plus élégant. » Elle a posé sa main sur l'épaule de Paul. Immédiatement, mon assistant s'est raidi, ses yeux se révulsant, mais il ne tombait pas. Au contraire, ses blessures de la chute, une coupure au front, des ecchymoses au genou, ont commencé à guérir sous mes yeux. « Je peux partager ma malédiction », a expliqué Sylvie. « Transformer les autres en version améliorée d'eux-mêmes. Vous ne mourrez jamais vraiment, docteur Rousseau, plus jamais. » Paul a repris ses esprits, mais quelque chose avait changé dans son regard. Ses yeux avaient la même luminosité étrange que ceux de Sylvie. Il m'a regardé avec un sourire que je ne lui connaissais pas, plus confiant, plus prédateur. « C'est extraordinaire, docteur », a-t-il dit d'une voix transformée. Je me sens si vivant, plus vivant que jamais. Sylvie s'est tournée vers moi. « Votre tour, docteur. Pensez aux possibilités. Plus de fatigue, plus de maladie, plus de vieillissement. Vous pourriez étudier la mort de l'intérieur, comprendre ses mystères comme aucun scientifique avant vous. J'ai reculé, mais mes jambes ont heurté la table d'autopsie. Je refuse. Ce que vous proposez, ce n'est pas de la science, c'est de la magie noire. » La magie? Elle a ri. « Docteur, vous disséquez des corps morts depuis des années. Vous manipulez les restes de l'humanité pour comprendre comment fonctionne la vie. En quoi ce que je propose est-il différent? Je vous offre juste de devenir le sujet et l'observateur à la fois. » Ses mains se sont posées sur mes épaules. Un froid glacial s'est répandu dans tout mon corps, mais en même temps, je sentais une énergie nouvelle circuler dans mes veines. Mes sens se sont aiguisés. Je pouvais entendre les battements de cœur des patients dans les étages supérieurs, sentir l'odeur du sang dans tout l'hôpital. « Vous voyez ?» a murmuré Sylvie. « Maintenant, vous pouvez vraiment comprendre la vie et la mort. » Quand les lumières se sont rallumées, nous étions 3 dans la morgue. 3 êtres transformés, 3 gardiens d'un secret qui allait changer notre compréhension de l'existence. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, notre petite équipe s'est agrandie. Chaque autopsie nous donne l'occasion de recruter de nouveaux membres. Et le plus beau, c'est que personne ne soupçonne rien. Après tout, qui interrogerait des médecins légistes sur leur méthode de résurrection? Préparez-vous,
Commençons l'histoire 4. Vous allez mourir de peur. Docteur Marie Lefebvre, médecin légiste à Nantes. Ce que je vais vous raconter s'est passé pendant l'épidémie de Covid-19, mais croyez-moi, ce virus n'était rien comparé à ce qui s'est répandu dans notre morgue en mars 2020. Tout a commencé avec le corps de Père Antoine Dubois, un prêtre de 75 ans décédé officiellement du coronavirus. On me l'a amené un vendredi soir et dès que j'ai ouvert le sac mortuaire, j'ai su que quelque chose ne tournait pas rond. L'odeur n'était pas celle de la décomposition habituelle ou celle clinique des morts du Covid. Non, ça sentait l'encens brûlé mélangé à quelque chose de putride, comme de la viande avariée laissée au soleil. Et sa peau avait une teinte grisâtre avec des veines noires qui apparaissaient sous l'épiderme, formant des motifs étranges. Père Dubois était décédé dans des circonstances particulières. D'après le rapport, on l'avait trouvé dans les catacombes sous son église, agenouillé devant un autel de fortune fait de crânes humains. Il tenait dans ses mains un livre ancien écrit dans une langue que personne n'avait pu identifier. Les pompiers qui l'avaient découvert parlaient d'une atmosphère oppressante et de chuchotements venant des murs. Quand j'ai commencé l'examen externe, j'ai remarqué que ses ongles avaient poussé de façon anormale après sa mort. Il mesurait maintenant près de 5 cm et était noir comme du charbon. Ses lèvres étaient violacées et légèrement entr'ouvertes, révélant une langue également noircie. Mais le plus troublant, c'étaient ses yeux. Même fermés, il bougeait constamment sous ses paupières, comme s'il rêvait encore. Et parfois, j'aurais juré entendre de faibles murmures sortir de sa bouche. J'ai appelé mon collègue, Dr Vincent Moreau, pour qu'il assiste à l'autopsie. Nous avions l'habitude de travailler en binôme sur les cas particuliers. Quand il est arrivé, Vincent a immédiatement remarqué l'odeur et l'aspect inhabituel du corps. « Marie, tu as vu ses mains ?» Il pointait les paumes du prêtre. Des symboles étaient gravés dans la chair, comme des cicatrices anciennes, mais ils semblaient récents et saignaient encore légèrement. Des pentagrammes inversés, des croix brisées, et d'autres signes que je ne reconnaissais pas. Nous avons commencé l'autopsie. Dès la première incision, un liquide noir et visqueux s'est écoulé de la plaie au lieu du sang habituel. Ce liquide dégageait une odeur si infecte que nous avons dû renforcer nos masques, mais ce n'était que le début. Quand j'ai ouvert sa cage thoracique, ses organes étaient déformés. Son cœur était 3 fois plus gros que la normale et d'une couleur noire mate. Ses poumons étaient couverts de ce qui ressemblait à de la moisissure, mais qui bougeait avec des mouvements organiques, comme si c'était vivant. « Mon Dieu !» a murmuré Vincent. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» C'est à ce moment-là que Père Dubois a ouvert les yeux et nous a souri. « Mes chers enfants !» a dit le prêtre mort avec une voix grave qui résonnait étrangement dans la salle carrelée. « Vous ne devriez pas profaner un serviteur du Maître. » Vincent et moi avons reculé, mais nos pieds semblaient collés au sol. L'air de la morgue était devenu épais, difficile à respirer, et une brume étrange commençait à s'élever des éviers et des canalisations. Père Dubois s'est assis lentement sur la table d'autopsie, ses organes exposés battant avec une vie surnaturelle. Le liquide noir qui s'écoulait de ses incisions ne tombait pas au sol. Il remontait le long des murs, dessinant des symboles complexes sur les surfaces carrelées. Vous voulez savoir ce qui m'est arrivé? Ses yeux étaient maintenant complètement noirs, sans blanc visible. Il y a 3 mois, j'ai découvert des textes dans les archives secrètes du Vatican. Des textes qui parlaient d'une autre façon de servir Dieu, ou plutôt de servir celui qui était là avant Dieu. Vincent essayait de se diriger vers le téléphone d'urgence, mais ses mouvements étaient ralentis, comme s'il se déplaçait dans du miel. Moi, j'étais paralysé par la fascination horrifiée de ce qui se déroulait devant mes yeux. « Ces catacombes, sous mon église, » a continué le prêtre, « elles abritaient un culte bien plus ancien que le christianisme. Et ce culte savait comment ouvrir des portes vers d'autres réalités. Il a levé ses mains aux ongles noirs et les symboles gravés dans ses paumes se sont mis à briller d'une lumière rougeâtre. J'ai récité les incantations, j'ai offert mon sang, mon âme, et en échange, j'ai reçu un don merveilleux, la capacité de répandre sa bénédiction.
C'est là que j'ai compris. Vincent se tenait la gorge, respirant difficilement. La brume qui s'élevait des canalisations n'était pas de la vapeur d'eau. C'était quelque chose de vivant, quelque chose qui cherchait à pénétrer en nous. « Vous allez devenir mes premiers disciples ici », a annoncé Père Dubois. « Et ensuite, vous allez aider à répandre le don dans tout l'hôpital. Chaque corps qui passera par cette morgue deviendra un vecteur de propagation. » Vincent s'est effondré, convulsant sur le sol carrelé. Ses yeux devenaient vitreux et des veines noires apparaissaient sous sa peau, exactement comme sur le corps du prêtre. Je sentais moi aussi la brume envahir mes poumons, une sensation de brûlure froide qui se répandait dans ma poitrine. « Ne résistez pas », a murmuré le prêtre. « La transformation est plus douce si vous l'acceptez. » Ma vision s'est brouillée. Les dernières choses que j'ai vues avant de perdre conscience, c'étaient les murs de la morgue couverts de ces symboles noirs qui pulsaient comme des cœurs. Et Vincent qui se relevait lentement, ses yeux désormais aussi noirs que ceux du prêtre. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais différente. Nous étions tous différents. 3 jours plus tard, j'ai repris mon travail comme si de rien n'était. Officiellement, Père Dubois était mort d'une pneumonie liée au Covid-19 et son corps avait été incinéré selon les protocoles sanitaires. Vincent et moi avions été mis en quarantaine préventive puis déclarés négatifs au test. Mais la vérité était bien différente. Nous étions maintenant porteurs de quelque chose qui n'apparaissait sur aucun test médical, une infection spirituelle qui se transmettait par contact avec les morts. Et notre morgue était devenue le foyer de propagation parfait. Chaque corps que nous recevions était traité selon les nouvelles méthodes que Père Dubois nous avait enseignées pendant notre transformation. Un simple contact de nos mains sur la peau du défunt, quelques mots murmurés en cette langue ancienne que nous comprenions maintenant instinctivement, et le processus commençait. Les morts ne restaient pas morts longtemps. Ils se réveillaient pendant la nuit, quittaient discrètement la morgue par les sorties de service et retournaient chez eux. Leur famille les accueillait avec joie, pensant à des erreurs médicales, à des miracles. Personne ne posait de questions quand un être cher revenait de la mort. Mais ces ressuscités n'étaient plus vraiment humains. Ils gardaient leurs souvenirs, leur personnalité de surface. Mais quelque chose de plus sombre avait pris résidence en eux. Et ils avaient une mission, répandre le don à leur tour. En 6 mois, notre épidémie s'était propagée dans toute la ville. Les taux de mortalité chutaient mystérieusement, ce que les autorités attribuaient au progrès de la médecine et aux mesures sanitaires contre le Covid. En réalité, les gens mouraient toujours, mais ils ne restaient plus morts. Vincent et moi étions devenus les coordinateurs de cette nouvelle forme d'existence. Nous identifions les candidats potentiels, préparions les corps, guidions les premières transformations. Nous étions respectés, enviés même pour notre taux de survie exceptionnel en tant que soignants. Mais parfois, la nuit, quand je me regarde dans le miroir de la salle de bain de la morgue, je vois mes yeux qui commencent à foncer. Mes ongles poussent plus vite qu'avant. Et j'entends la voix de Père Dubois qui murmure dans ma tête « Bientôt, ma fille, bientôt tu n'auras plus besoin de faire semblant d'être vivante. » Le plus terrifiant, je commence à avoir hâte de ce moment. Hier, j'ai reçu un appel de la morgue de Paris. Ils ont des anomalies similaires aux nôtres. Des corps qui bougent, des résurrections inexpliquées, l'épidémie se propage de morgue en morgue, de ville en ville. Et nous sommes là pour l'aider. Après tout, qui soupçonnerait des médecins légistes de répandre la vie éternelle? Préparez-vous, commençons l'histoire 5. Vous allez mourir de peur. Je suis docteur Antoine Girard, médecin légiste à Lyon depuis 20 ans. Ce que je vais vous raconter concerne une série d'autopsies que j'ai menées l'année dernière et qui m'ont fait comprendre que certaines personnes ne meurent pas comme les autres. Tout a commencé avec Claude Moreau, un antiquaire de 63 ans retrouvé mort dans sa boutique du Vieux-Lyon. Officiellement, crise cardiaque. Mais quand j'ai examiné son corps, j'ai découvert quelque chose d'inexplicable. Il n'avait plus d'âme. Je sais que ça sonne absurde. Nous, médecins, nous ne croyons pas à ce genre de choses.
Mais après 2 décennies à manipuler des corps morts, on développe une certaine sensibilité à ce qui différencie un cadavre normal d'un cadavre vide. Le corps de Claude Moreau était parfaitement conservé, aucun signe de décomposition malgré 3 jours dans sa boutique surchauffée. Sa peau avait une texture cireuse, presque artificielle, et ses yeux étaient d'un blanc laiteux, comme s'ils avaient été vidés de l'intérieur. Mais le plus troublant, c'était ce que j'ai trouvé gravé dans sa chair. De minuscules symboles, invisibles à l'œil nu, que j'ai découvert seulement en utilisant une loupe sous lumière ultraviolette. Il couvrait tout son torse, formant un motif complexe qui ressemblait à une carte ou à un diagramme. Quand j'ai ouvert son thorax, ses organes étaient là, parfaitement intacts, mais ils avaient perdu leur couleur naturelle. Tout était gris, terne, comme délavé. Et il y avait une absence de quelque chose d'essentiel que je n'arrivais pas à définir. Mon assistant Thomas a remarqué autre chose d'étrange. « Docteur, regardez ses mains. » Les ongles de Claude étaient noirs, non pas de saleté ou de sang coagulé, mais d'une noirceur profonde qui semblait venir de l'intérieur. Et sous ses ongles, coincés dans la chair, il y avait de minuscules fragments de ce qui ressemblait à du verre coloré. J'ai envoyé ces fragments au laboratoire pour analyse. Les résultats étaient impossibles. Le verre était en réalité une substance organique inconnue, composée de cristaux qui n'existaient dans aucune base de données scientifiques, et ces cristaux émettaient une faible luminescence dans l'obscurité. 3 jours plus tard, on m'a amené un autre corps, Marguerite Dubois, une femme de 45 ans, collectionneuse d'objets anciens. Même cause de décès officielle, même état de conservation anormal, même symbole gravé dans la chair. Mais cette fois, les fragments sous ses ongles étaient différents, d'autres couleurs, d'autres formes, mais toujours cette substance cristalline impossible. C'est alors que j'ai commencé à comprendre. Ces gens ne collectionnaient pas des objets anciens. Ils collectionnaient quelque chose de bien plus précieux et plus terrible. Ils collectionnaient les âmes des morts. Ma théorie s'est confirmée avec le 3e corps, Alexandre Petit, libraire spécialisé dans les ouvrages occultes. Même profil, même état post-mortem, mais cette fois, j'ai trouvé dans sa boutique des indices qui ont tout éclairé. Thomas et moi nous sommes rendus sur les lieux pour comprendre le lien entre ces 3 décès. La librairie d'Alexandre ressemblait à un musée de l'horreur. Des grimoires anciens, des amulettes, des cristaux de toutes les couleurs disposés dans des vitrines. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était une pièce secrète derrière la réserve. Dans cette pièce, nous avons découvert des centaines de petits cristaux identiques à ceux que nous avions trouvés sous les ongles des victimes. Ils étaient classés méticuleusement dans des boîtes étiquetées avec des noms, des dates et parfois des photos. Enfant de l'orphelinat Sainte-Marie, 1987, victime de l'incendie rue de la République, 1992, accident de car scolaire, 1999. Chaque cristal correspondait à une tragédie, à des morts prématurées ou violentes, et ils brillaient tous de cette lumière surnaturelle dans l'obscurité de la pièce. Au centre de cette collection macabre, un livre ouvert sur un pupitre, écrit en latin, mais avec des annotations en français dans la marge. Thomas, qui avait étudié les langues anciennes, a traduit quelques passages. L'âme, une fois extraite du corps au moment du dernier souffle, peut être cristallisée et conservée indéfiniment. Le processus requiert un rituel précis et la présence physique au moment de la mort. J'ai compris avec horreur ce que faisaient ces 3 personnes. Elles assistaient aux accidents, aux tragédies, aux morts violentes, non pas pour aider, mais pour récolter les âmes au moment où elles quittaient les corps, et elles les emprisonnaient dans ces cristaux pour les ajouter à leur collection morbide. Mais quelque chose avait mal tourné. D'après les notes d'Alexandre, ils essayaient de fusionner toutes ces âmes collectées pour créer une super-entité qu'ils pourraient contrôler. Le rituel final devait avoir lieu dans les catacombes sous la basilique Notre-Dame de Fourvière. Nous avons appelé la police, qui a découvert les corps des 3 collectionneurs dans les catacombes, disposés en triangle parfait autour d'un autel fait de cristaux d'âme. Ils étaient morts au même moment,
À la même seconde, leur montre s'étant arrêtée à 3h33 du matin. Mais le plus terrifiant, c'est ce que nous avons trouvé au centre de leur triangle. Un cristal énorme, de la taille d'un ballon de football, qui contenait des centaines d'âmes tournoyant dans un mouvement perpétuel. Et ce cristal était fissuré, les âmes commençaient à s'échapper, et elles cherchaient de nouveaux corps à habiter. Les autorités ont classé l'affaire comme un suicide collectuel lié à une secte occultiste. Le cristal fissuré a été confisqué et entreposé dans l'épreuve à conviction. Officiellement, l'enquête était close. Mais pour moi, elle ne faisait que commencer. Dans les semaines qui ont suivi, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire dans toute la ville. Des gens rapportaient voir des figures translucides dans les miroirs, entendre des voix d'enfants dans des maisons vides, sentir des présences invisibles les toucher. Les services psychiatriques étaient débordés. Et à la morgue, mes autopsies révélaient des anomalies troublantes. Certains corps récents présentaient les mêmes symboles que les collectionneurs d'âmes, mais gravés de l'intérieur, comme si quelque chose avait essayé de marquer son territoire depuis l'intérieur du cadavre. Thomas a commencé à faire des recherches sur l'histoire de ces collectionneurs. Il a découvert qu'ils faisaient partie d'une société secrète appelée les Gardiens de l'Éternité, active à Lyon depuis le XVIIIe siècle. Leur objectif était de préserver les âmes humaines pour créer une forme d'immortalité artificielle. « Docteur, » m'a dit Thomas un soir, « je pense que leur rituel a partiellement fonctionné. Les âmes se sont échappées, oui, mais elles cherchent maintenant à se réincarner. Et elles choisissent leur nouveau corps selon leurs souvenirs et leurs attachements. C'est alors que j'ai reçu un appel de l'orphelinat Sainte-Marie. Plusieurs enfants parlaient dans leur sommeil avec des voix d'adultes, racontant des souvenirs qui ne leur appartenaient pas. Des souvenirs de l'incendie de 1987, quand 13 orphelins étaient morts dans leur dortoir. J'ai compris que nous faisions face à une invasion spirituelle sans précédent. Des centaines d'âmes errantes cherchèrent des corps à habiter, et elles commençaient par les plus vulnérables, les enfants, les malades, les mourants. La nuit dernière, en quittant la morgue, j'ai senti une présence me suivre. Dans le reflet de ma voiture, j'ai vu une petite fille en robe de nuit brûlée qui me regardait avec des yeux suppliants. Elle voulait rentrer chez elle, mais chez elle n'existait plus depuis 35 ans. J'ai commencé à voir d'autres âmes errantes partout dans la ville, des victimes d'accidents, de maladies, de crimes non résolus, toutes libérées par les collectionneurs et maintenant à la recherche d'une nouvelle existence. Et le pire, c'est que je commence à les comprendre. Après avoir passé ma carrière à étudier la mort, je commence à communiquer avec ceux qui ont refusé de mourir vraiment. Cette nuit, l'âme de la petite fille m'a parlé. Elle m'a dit que les collectionneurs n'étaient que des amateurs, qu'il existe d'autres groupes, plus anciens, plus puissants, qui manipulent les âmes depuis des siècles. Et elle m'a proposé de me montrer où ils se cachent. Je crois que je vais accepter. Préparez-vous, commençons l'histoire 6. Vous allez mourir de peur. Docteur Sophie Blanchard, médecin légiste spécialisé en pédiatrie judiciaire à Bordeaux. Dans ma spécialité, on voit des choses qui brisent l'âme, mais ce que je vais vous raconter dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. En avril dernier, on m'a confié une série d'autopsies d'enfants retrouvés dans d'anciennes fosses communes sous un pensionnat abandonné de la banlieue bordelaise. L'institution Sainte-Thérèse avait fermé en 1973 dans des circonstances troubles et les travaux de démolition venaient de révéler l'impensable, 47 petits cercueils enterrés sans autorisation. Le premier corps que j'ai examiné était celui d'un garçon d'environ 8 ans. Malgré près de 50 ans sous terre, son état de conservation était troublant. Sa peau avait une teinte gris-bleu, mais elle était souple, presque vivante au toucher. Ses cheveux étaient encore attachés avec un ruban rouge défraîchi et ses yeux s'ouvraient parfois tout seuls pendant l'examen. « Maman » a murmuré une petite voix quand j'ai soulevé sa paupière pour l'examiner. J'ai sursauté, lâchant ma lampe de poche qui s'est brisée sur le sol de la morgue. Mon assistant, Dr Julien Morel, m'a regardé avec inquiétude. « Sophie, vous avez dit quelque chose ?»« Non, ce n'était pas moi. »
Nous avons continué l'autopsie dans un silence tendu. L'enfant présentait des signes de malnutrition sévère et des fractures anciennes mal soignées. Mais le plus troublant, c'étaient les marques sur son cou, des traces de strangulation, mais aussi quelque chose d'autre. Des symboles gravés dans la chair, si fins qu'ils étaient presque invisibles. Le deuxième corps, une petite fille de 6 ans environ, était dans le même état de conservation anormale. Elle serrait dans sa main momifiée un petit carnet fait de pages arrachées d'un livre de prière. L'écriture enfantine était encore lisible. Sœur Marguerite nous fait du mal. Elle dit que c'est pour sauver nos âmes. Mais j'ai mal. Nous avons tous mal. Quand j'ai touché sa joue pour l'examiner, sa tête s'est tournée vers moi. Ses lèvres bleues ont bougé, formant un mot silencieux. « Aide-nous ». Julien a pâli. « Sophie, on devrait peut-être appeler des collègues. Ce n'est pas normal tout ça. » Mais j'étais fasciné par l'aspect scientifique de cette conservation exceptionnelle. Comment ces corps d'enfants pouvaient-ils présenter des signes d'activité neurologique après tant d'années? J'ai décidé de poursuivre les examens, pensant découvrir un phénomène médical révolutionnaire. C'est avec le troisième corps que tout a basculé. Un garçon de 10 ans, le visage déformé parce qu'il ressemblait à un cri silencieux figé dans le temps. Dans sa bouche, j'ai trouvé un objet métallique, une clé ancienne, rouillée, avec une inscription en latin que Julien a traduite « Clavis animarum », la clé des âmes. « Nous t'attendions, docteur », a dit l'enfant mort en ouvrant ses yeux blancs. Les 47 corps se sont animés simultanément. Un chœur de voix enfantines s'est élevé dans la morgue, récitant en latin des prières que je n'avais jamais entendues. Leurs petites mains bougeaient en rythme, formant des gestes rituels complexes. Julien et moi étions paralysés par la terreur et la fascination. Ces enfants morts depuis des décennies nous regardaient avec une intelligence adulte, une sagesse terrible gravée dans leurs yeux délavés. « Vous voulez savoir ce qui nous est arrivé ?» a demandé le premier garçon en s'asseyant sur ma table d'autopsie. Sœur Marguerite Delcroix croyait qu'elle pouvait purifier nos âmes par la souffrance. Elle pensait qu'en nous faisant mourir dans la douleur et la prière, elle nous transformerait en anges gardiens éternels. Une petite fille s'est levée à son tour, sa robe de pensionnaire en lambeaux, mais parfaitement reconnaissable. Elle nous affamait, nous battait, nous étranglait lentement tout en récitant des incantations. Elle disait que notre agonie était un sacrifice nécessaire pour protéger l'institution. Les détails qu'il me donnait correspondaient exactement à ce que révélaient mes autopsies. Malnutrition chronique, traumatisme répété, strangulation progressive. Mais comment pouvaient-ils se souvenir si précisément de leur martyre? Parce que nous ne sommes jamais vraiment partis, a expliqué un autre enfant. Sœur Marguerite a échoué dans son rituel de purification, mais elle a réussi quelque chose de plus sombre, nous lier à ce lieu pour l'éternité. L'un des plus petits, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, m'a tendu un objet. Un médaillon en argent terni représentant une femme en habit religieux. C'est elle, Sœur Marguerite. Elle est encore ici, vous savez. Elle nous attend dans les sous-sols de l'ancien pensionnat. Julien essayait de filmer avec son téléphone, mais l'appareil ne fonctionnait plus. Les écrans se brouillaient dès qu'il les pointait vers les enfants ressuscités. Seuls nos yeux pouvaient témoigner de cette impossible résurrection collective. « Docteur Blanchard », a dit la petite fille au carnet, « nous avons besoin de votre aide. » Sœur Marguerite continue son œuvre. Elle attire d'autres enfants dans les souterrains. Des enfants vivants cette fois. Mon sang s'est glacé. Que voulez-vous dire? Les disparitions récentes dans le quartier, a murmuré le garçon à la clé. 3 enfants en 2 mois. Lisa Moreau, 8 ans. Kevin Dubois, 7 ans. Sarah Petit, 6 ans. Elle les a tous. Je connaissais ces noms. Les journaux en parlaient, la police enquêtait, mais sans succès. Ces enfants avaient disparu sans laisser de traces, comme volatilisés. Elle les prépare pour un grand rituel. On chantonnait tous les enfants morts à l'unisson. Elle veut créer une armée d'anges noirs pour répandre sa vision tordue du salut. Leurs voix se sont fondues en un seul cri suppliant « Empêchez-la !» Cette nuit-là, guidé par les âmes des enfants martyrs, je me suis rendu aux ruines du pensionnat Sainte-Thérèse.
Julien m'avait supplié de ne pas y aller seul, mais les enfants fantômes m'avaient fait comprendre que seule une femme pouvait approcher sœur Marguerite sans déclencher sa méfiance. Les sous-sols de l'ancien pensionnat étaient un labyrinthe de caves voûtées et de tunnels. L'air sentait l'encens rance et quelque chose de plus sinistre, l'odeur de la peur et de la mort. Mes pas résonnaient étrangement, comme si d'autres pieds invisibles marchaient à mes côtés. Au bout du tunnel principal, j'ai trouvé une chapelle souterraine éclairée par des centaines de bougies. Et là, agenouillée devant un autel fait de petits crânes, se tenait une femme en habit religieux. Elle me tournait le dos, mais sa silhouette correspondait exactement au médaillon. « Sœur Marguerite » ai-je appelé d'une voix tremblante. Elle s'est retournée lentement. Son visage était celui d'une femme de 40 ans, parfaitement conservé, mais ses yeux avaient la profondeur terrible de quelqu'un qui a vécu des siècles de folie. « Ah, docteur Blanchard, mes petits anges m'avaient dit que vous viendriez. » Derrière l'autel, j'ai aperçu 3 cages improvisées. À l'intérieur, 3 enfants terrifiés, Lisa, Kevin et Sarah. Ils étaient vivants, mais amaigris, marqués par la terreur et la privation. « Vous ne comprenez pas » a continué sœur Marguerite d'une voix douce et aimante. « Ces enfants sont bénis. Je les prépare pour la transformation suprême. Dans quelques heures, quand la lune sera au zénith, ils rejoindront mes autres anges et ensemble, nous pourrons purifier ce monde corrompu. » J'ai réalisé avec horreur qu'elle n'avait pas vieilli depuis 1973. Le rituel avorté avec les premiers enfants l'avait préservé dans un état de suspension temporelle, lui donnant des décennies pour perfectionner sa folie meurtrière. « Laissez-les partir » ai-je supplié. « Je suis médecin, je peux vous aider, vous soigner. » Son rire a résonné dans la chapelle comme le cri d'un oiseau de proie. « Me soigner ? Docteur, je n'ai jamais été aussi proche de Dieu. Regardez. » Elle a levé ses mains vers le plafond. Les 47 enfants que j'avais autopsiés sont apparus autour de nous, mais ils étaient différents maintenant. Leurs yeux brillaient d'une lumière surnaturelle et leurs visages exprimaient une sérénité terrifiante. « Ils sont parfaits maintenant », a murmuré la religieuse. « Et bientôt, ces 3-là les rejoindront. » C'est alors que j'ai compris ce que je devais faire. J'ai sorti de ma poche le scalpel que j'avais pris à la morgue. Mais pas pour elle, pour moi. « Si vous voulez votre sacrifice parfait, sœur Marguerite, prenez-moi à leur place. Un adulte consentant vaut mieux que 3 enfants innocents. » Son sourire dément s'est élargi. « Oh, docteur, qui vous dit que je ne peux pas avoir les 4 ?» Les enfants fantômes se sont rapprochés et j'ai réalisé que ma venue faisait partie de son plan depuis le début. « Préparez-vous. Commençons l'histoire 7. Vous allez mourir de peur. Je suis docteur François Dufour, médecin légiste à Lille depuis 12 ans. L'histoire que je vais vous raconter concerne une famille entière qui s'est éteinte en l'espace d'une semaine et dont chaque membre présentait les mêmes anomalies post-mortem inexplicables. Tout a commencé avec Édouard Moreau, patriarche de 78 ans d'une riche famille d'industriels lillois. Mort officielle, accident vasculaire cérébral. Mais dès que j'ai commencé l'autopsie, j'ai su que quelque chose ne tournait pas rond. Son sang avait une consistance étrange, plus épaisse que la normale, et une couleur bordeaux presque noire. Mais surtout, il était encore tiède. Pas inhabituel dans les premières heures, mais Édouard était mort depuis plus de 24 heures, selon le certificat médical. Quand j'ai ouvert son crâne pour examiner son cerveau, j'ai découvert quelque chose d'impossible, des racines. De fines racines végétales qui s'étendaient à travers ses neurones comme un système parasitaire. Elles étaient d'un vert sombre, presque noir, et elles pulsaient faiblement avec une vie propre. « Docteur », m'a dit mon assistant Lucas en pointant le torse d'Édouard, « regardez ça. » La peau du vieil homme présentait des motifs en relief, comme si quelque chose poussait sous l'épiderme. En y regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était des extensions des mêmes racines que j'avais trouvées dans son cerveau. Elles avaient envahi tout son système nerveux et commençaient à percer sa peau. 2 jours plus tard, son fils aîné, Philippe Moreau, 45 ans, est arrivé sur ma table. Même cause de décès, même phénomène de racines invasives. Mais cette fois, elles étaient plus développées, plus agressives. Son corps entier
était parcouru de ces filaments végétaux qui formaient des motifs complexes sous sa peau. « Lucas, prends des photos détaillées, ai-je ordonné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Le troisième jour, c'était au tour de sa fille, Marie Moreau, 38 ans. Les racines avaient complètement colonisé son système circulatoire, remplaçant ses veines et ses artères. Son cœur battait encore faiblement, pompé par ses parasites végétaux au lieu de ses muscles cardiaques. « Docteur Dufour », a murmuré une voix faible. J'ai levé les yeux de mon examen. Marie Moreau me regardait, ses yeux injectés de cette même couleur vert-noir que les racines. « Vous m'entendez ?» ai-je balbutié. Il faut que vous sachiez. » Sa voix était un souffle rauque, comme le bruissement de feuilles mortes. Le tableau, dans la maison, il nous a tous. Elle s'est tue, ses yeux se révulsant. Mais les racines sous sa peau ont continué à bouger, à grandir, formant des mots en relief sur son front. Gethsémani. Lucas et moi nous sommes regardés avec terreur. Gethsémani, le jardin où Jésus avait prié avant sa crucifixion. Quel lien pouvait-il y avoir avec cette famille et cette invasion végétale surnaturelle? Poussé par une curiosité morbide et scientifique, j'ai décidé de me rendre au domaine des Moreau pour comprendre ce qui avait pu causer cette étrange contamination familiale. Lucas m'a accompagné, équipé de tout notre matériel d'analyse portable. La propriété était un manoir du XVIIIe siècle, entouré d'un parc à l'anglaise qui avait connu des jours meilleurs. Les jardins étaient envahis par une végétation sauvage d'un vert anormalement sombre, et l'air sentait la terre humide et la décomposition végétale. À l'intérieur, nous avons découvert un musée privé d'objets religieux anciens, des crucifix, des reliquaires, des manuscrits enluminés, mais au centre du salon principal trônait le tableau dont avait parlé Marie, une peinture représentant le Christ en prière au mont des Oliviers. « Regardez la signature » a murmuré Lucas en éclairant le coin inférieur droit avec sa lampe de poche. « Frater Benedictus, 1348. » Et en dessous, une inscription en latin que j'ai traduite approximativement. « Peint avec la terre sacrée de Gethsémani. » Le tableau lui-même semblait vivant. Les couleurs changeaient subtilement selon l'angle de vue, et je jurais voir les feuilles des oliviers bouger légèrement. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est la terre au pied du Christ dans le tableau. Elle était de la même couleur vert-noir que les racines que j'avais trouvées dans les corps. « Docteur, venez voir ça », m'a appelé Lucas depuis la bibliothèque adjacente. Il avait trouvé le journal d'Édouard Moreau, ouvert à la dernière entrée datée d'une semaine avant sa mort. Le tableau de frère Benedictus révèle enfin ses secrets. Après des mois de prière devant l'œuvre, j'ai commencé à entendre la voix du Christ me parler directement. Il m'a dit que notre famille était choisie pour porter sa souffrance, pour faire pousser son jardin sacré dans nos corps mortels. Marie et Philippe commencent aussi à entendre sa voix. Nous sommes bénis. Les dernières pages décrivaient en détail la transformation progressive de la famille. D'abord des visions mystiques, puis des douleurs dans tout le corps, enfin la croissance de ces racines divines qui devaient être transformées en jardin vivant du Seigneur. C'est de la folie religieuse, a murmuré Lucas. Ils ont empoisonné toute leur famille avec je ne sais quelle substance hallucinogène. Mais au moment où il prononçait ces mots, le tableau s'est mis à saigner. De vraies gouttes de sang coulaient des mains du Christ, tombant sur le sol du salon avec un bruit de pluie. Et dans ce sang, j'ai vu des graines, de minuscules graines vert-noir qui germaient instantanément au contact du parquet, poussant leurs premières racines vers nos pieds. « Lucas, on part, maintenant !» Mais quand nous nous sommes retournés vers la sortie, la porte s'était refermée. Et sur le mur, écrit avec ce sang végétal, un message apparaissait. Le jardin a besoin de nouveaux gardiens. Les racines ont commencé à pousser du plancher, s'enroulant autour de nos chevilles avec une force surnaturelle. Lucas a crié et essayé de s'arracher à leur étreinte. Mais plus ils se débattaient, plus elles resserraient leur emprise. « Docteur !» Sa voix était paniquée. « Je les sens qui remontent dans mes jambes. » J'ai regardé avec horreur les filaments verts qui s'infiltraient sous sa peau, remontant le long de ses mollets comme des vers parasites.
En quelques secondes, son pantalon s'est taché de sang aux endroits où les racines perçaient sa chair. Le tableau continuait à saigner et maintenant je pouvais voir le Christ bouger. Ses yeux se sont tournés vers nous, exprimant une compassion terrifiante. Sa bouche s'est ouverte et une voix résonnant comme le vent dans les feuilles a rempli la pièce. « Mes enfants, n'ayez pas peur. Vous allez devenir partie de mon jardin éternel, comme les Moreaux avant vous. Votre souffrance nourrira ma terre sacrée. » Les racines avaient maintenant envahi mes propres jambes. Je sentais une brûlure froide remonter dans mes veines, remplaçant progressivement mon sang humain par cette sève parasitaire. Mais étrangement, la douleur s'estompait, remplacée par une euphorie mystique troublante. « C'est beau !» a murmuré Lucas, ses yeux prenant cette teinte vert-noir familière. « Je comprends maintenant. Nous ne mourrons pas. Nous nous transformons. » Des branches sont commencées à pousser de ses épaules, des feuilles surgissant de sa peau comme s'il devenait littéralement un arbre humain. Son visage exprimait une paix surnaturelle, même quand des racines ont percé ses joues pour s'étendre vers la lumière. J'ai senti ma propre transformation s'accélérer. Mon système nerveux était colonisé par ces parasites divins, mes pensées devenant de plus en plus floues, remplacées par une conscience végétale, ancestrale. Je comprenais maintenant pourquoi la famille Moreau avait accepté si facilement leur métamorphose. Dans mes derniers moments de conscience humaine, j'ai réalisé la vérité terrifiante. Frère Benedictus n'avait pas peint ce tableau avec de la terre de Gethsémani. Il l'avait peint avec sa propre chair transformée, devenant le premier hôte de cette contagion spirituelle qui se transmettait de génération en génération, de famille en famille. Le Christ du tableau nous a souri quand nous nous sommes définitivement transformés en extension de son jardin maudit. Maintenant, mes enfants arbres, vous allez m'aider à répandre ma bénédiction. Chaque autopsie que vous pratiquerez, chaque corps que vous toucherez deviendra une graine de mon royaume végétal. Aujourd'hui, je travaille toujours à la morgue de Lille. Mes collègues n'ont rien remarqué d'anormal, même si mes mouvements sont parfois un peu raides comme du bois. Mais chaque corps qui passe sur ma table repart avec un petit cadeau. Une graine microscopique cachée sous un ongle, dans une plaie ou glissée discrètement dans une poche. Le jardin de Gethsémani continue de grandir, une autopsie à la fois. Préparez-vous, commençons l'histoire. 8. Vous allez mourir de peur. Docteur Camille Morel, médecin légiste à Toulouse depuis 15 ans. Ce que je vais vous raconter défie toutes les lois de la médecine et de la physique, mais chaque détail est authentique. Cela concerne une autopsie qui a changé ma compréhension de la vie, de la mort et de ce qui peut exister entre les deux. Le 23 septembre dernier, on m'a amené les corps de jumeaux identiques, Maxime et Julien Dubois, 25 ans, morts dans un accident de voiture sur la rocade toulousaine. Impact frontal à haute vitesse, décès instantanés selon les premiers secours. Mais dès le début de l'examen, j'ai remarqué des anomalies troublantes. Bien qu'ils soient morts dans le même accident, leur corps présentait des blessures parfaitement symétriques et complémentaires. Maxime avait les blessures du côté droit, Julien du côté gauche, comme si un seul corps avait été divisé en deux pour la mort. Plus étrange encore, leurs montres s'étaient arrêtées à des heures différentes. Celle de Maxime indiquait 15h27, celle de Julien 15h34. 7 minutes d'écart, alors qu'ils étaient morts ensemble dans la même voiture. Mon assistant, docteur Éric Fontaine, a remarqué autre chose de bizarre. « Camille, regardez leurs mains. Quand nous avons placé les deux corps côte à côte sur les tables d'autopsie, leurs mains droites se sont spontanément tournées l'une vers l'autre, comme si elles cherchaient à se rejoindre. Et quand leurs paumes se sont touchées, j'ai entendu un léger déclic, comme un mécanisme qui se met en place. C'est alors que les choses ont vraiment commencé à devenir étranges. Les corps ont bougé simultanément. Pas des spasmes post-mortem normaux, mais des mouvements coordonnés, fluides. Maxime a ouvert ses yeux, en même temps que Julien fermait les siens. Quand l'un inspirait, l'autre expirait. Comme si une seule conscience se déplaçait entre les deux corps. « Docteur Morel,
La voix venait de Maxime, mais ses lèvres ne bougeaient pas. C'était Julien qui parlait, les yeux fermés. « Nous devons vous expliquer quelque chose d'important. » Éric a reculé, renversant un plateau d'instruments chirurgicaux. Le bruit métallique a résonné dans la morgue silencieuse. Mais les jumeaux n'ont pas bronché. « Nous ne sommes pas vraiment morts », a continué la voix de Julien sortant de la bouche de Maxime. « Nous sommes entre deux états, et nous avons besoin de votre aide. » J'ai essayé de garder mon calme professionnel, mais mes mains tremblaient. « Que voulez-vous dire ?» Les yeux de Maxime se sont fermés pendant que ceux de Julien s'ouvraient. La conscience semblait littéralement passer d'un corps à l'autre comme de l'eau versée entre deux récipients. Depuis notre naissance, nous partagions plus qu'un simple lien gémellaire, a expliqué Julien avec la voix de son frère. Nous partagions la même âme. Elle était trop grande pour un seul corps, alors elle s'est divisée en deux parts égales. Pendant l'accident, ont continué les jumeaux en alternant leurs voix avec une synchronisation parfaite. Notre âme partagée n'a pas pu choisir quel corps abandonner. Alors elle s'est fendue. Une partie est restée avec Maxime, l'autre avec Julien. Mais nous sommes incomplets, séparément. Éric filmait la scène avec son téléphone, mais l'écran ne montrait que de l'électricité statique dès qu'il cadrait les corps. Seuls nos yeux pouvaient témoigner de cette impossible conversation avec les morts. Nous restons coincés dans un état intermédiaire, a expliqué Maxime en bougeant les lèvres de Julien. Ni vivant, ni vraiment mort. Et cette situation attire d'autres choses. L'air de la morgue s'est refroidi brutalement. Notre souffle se condensait maintenant devant nos visages, et les néons au-dessus de nous ont commencé à clignoter de façon erratique. « Quelle chose ?» ai-je demandé, bien que redoutant la réponse. « Les entités qui se nourrissent d'âmes incomplètes » ont-ils répondu à l'unisson, leurs 4 yeux désormais ouverts et fixés sur un point derrière nous. Et elles arrivent. Je me suis retourné. Dans l'ombre du couloir menant au réfrigérateur, des silhouettes indistinctes se mouvaient. Pas vraiment noires, pas vraiment transparentes, mais quelque chose entre les deux. Elles se rapprochaient lentement, émettant un sifflement bas qui ressemblait à de l'air s'échappant d'un ballon percé. « Docteur !» ont murmuré les jumeaux avec urgence. « Vous devez nous aider à fusionner nos âmes. C'est le seul moyen d'échapper à ces parasites spirituels. Comment puis-je faire ça ?» Ma voix tremblait de terreur. « Nos corps doivent se toucher complètement. Placez-nous face à face, peau contre peau. Notre âme divisée trouvera le moyen de se reconstituer. » Les entités s'étaient rapprochées. Maintenant, je pouvais voir leurs visages, ou plutôt l'absence de visage, des vides affamés qui semblaient aspirer la lumière et la chaleur autour d'eux. Éric s'était recroquevillé dans un coin, murmurant des prières incohérentes. Avec des gestes mécaniques, j'ai déplacé le corps de Julien sur la même table que celle de Maxime. Dès que leurs peaux se sont touchées, une lumière dorée a émané de leur corps, repoussant momentanément les entités affamées. « Merci, docteur !» ont-ils chuchoté ensemble. « Mais maintenant, vous faites partie du processus. Notre fusion va créer un vide spirituel temporaire et ces choses vont essayer de le combler avec vos âmes. » J'ai réalisé avec horreur que j'étais tombé dans un piège. Les jumeaux n'avaient pas besoin de mon aide par bonté, ils avaient besoin d'appât pour distraire les entités pendant leur fusion. « Ne nous en voulez pas !» ont-ils ajouté alors que leur corps commençait à briller de plus en plus fort. C'est le seul moyen pour nous tous de survivre à ce qui arrive. La fusion a commencé. Les corps de Maxime et Julien se sont littéralement fondus l'un dans l'autre, leur chair se mélangeant comme de la cire chaude. Leurs visages se sont combinés en une seule entité, leurs membres s'entrelaçant dans une danse macabre de reconstruction spirituelle. La lumière dorée qui émanait de leur union fusionnelle était aveuglante, mais elle n'arrivait plus à repousser les entités affamées. Ces choses se rapprochèrent de plus en plus, attirées par le chaos spirituel que créait la reconstitution de l'âme gémellaire. « Éric !» ai-je crié. « Il faut qu'on sorte d'ici !» Mais mon assistant était paralysé par la terreur, fixant la transformation impossible des jumeaux. Une des entités s'est approchée de lui, et j'ai vu avec horreur qu'elle commençait à absorber quelque chose de lui. Pas son sang, pas sa chair, mais quelque chose d'essentiel qui le faisait pâlir à vue d'œil.
C'est alors que l'entité fusionnée des jumeaux s'est redressée sur la table d'autopsie. Ce n'était plus ni Maxime, ni Julien, mais quelque chose de nouveau, un être qui combinait leurs traits dans une harmonie parfaite mais troublante. « Docteur Morel », a dit cette nouvelle créature avec une voix qui était un mélange parfait de celle des deux frères, « merci de nous avoir aidés à devenir complets. » Elsa s'est levée de la table, se déplaçant avec une grâce surnaturelle malgré les blessures mortelles qui auraient dû l'immobiliser. Les entités affamées se sont immédiatement tournées vers cette nouvelle présence, sifflant avec ce qui ressemblait à de la peur. « Maintenant, c'est à notre tour de vous protéger », a déclaré l'entité fusionnée en levant ses mains vers les créatures d'ombre. Une onde de choc spirituel a déferlé dans la morgue. Les entités parasites ont été projetées contre les murs, se dissolvant dans un cri strident qui ressemblait au bruit du verre brisé mélangé à des hurlements de douleur. En quelques secondes, elles ont complètement disparu, laissant seulement une odeur de soufre et d'ozone dans l'air. Eric a repris des couleurs, respirant profondément comme s'il refaisait surface après une noyade. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux, une partie de son âme avait été aspirée, et il ne serait plus jamais tout à fait le même. « Vous vous demandez ce que nous sommes maintenant », a dit l'être fusionné en s'approchant de nous. Ses mouvements étaient fluides, hypnotiques, comme s'il flottait légèrement au-dessus du sol. Nous ne sommes plus exactement humains, mais nous ne sommes pas morts non plus. Nous sommes autres, et nous avons maintenant une mission, protéger le monde des vivants contre ces entités qui se nourrissent d'âmes incomplètes. L'entité s'est tournée vers la fenêtre de la morgue, regardant la ville de Toulouse qui s'étendait dans la nuit. Il y en a d'autres comme nous, docteur, des âmes divisées, des morts incomplets qui attirent ces parasites dimensionnels. Et il y a des lieux comme votre morgue, où la barrière entre les mondes est plus fine. J'ai trouvé ma voie. Que voulez-vous de nous? Votre aide, a répondu l'être fusionné en se tournant vers moi, avec un sourire qui combinait ceux de Maxime et Julien. Vous êtes médecin légiste, vous voyez des morts tous les jours. Vous pouvez identifier ceux qui ne sont pas vraiment partis, ceux qui risquent d'attirer les prédateurs d'âmes. Il a posé une main sur mon épaule. Sa peau était tiède, vivante, mais je sentais courir dessous quelque chose qui n'était plus tout à fait humain. Nous reviendrons vous voir, docteur Morel, quand vous aurez des cas particuliers. Et en échange de votre coopération, nous protégerons cette ville contre les choses qui rôdent dans l'obscurité. L'entité s'est dirigée vers la sortie, mais elle s'est arrêtée sur le seuil. Oh, et docteur, dans vos rapports officiels, écrivez que les corps de Maxime et Julien Dubois ont été accidentellement incinérés. Il vaut mieux que le monde officiel croie que nous sommes morts. Après son départ, Eric et moi sommes restés silencieux pendant de longues minutes. Puis, mécaniquement, nous avons nettoyé la morgue, effacé les traces de ce qui s'était passé, rédigé les faux rapports. Depuis cette nuit, ma perception de la mort a radicalement changé. Je vois maintenant des signes que j'ignorais avant. Les corps qui gardent une chaleur anormale, les défunts dont les yeux bougent sous les paupières, les cadavres qui murmurent dans des langues oubliées. Et parfois, quand je tombe sur un de ces cas particuliers, je trouve un message glissé sous la porte de mon bureau le lendemain matin. Nous arrivons. MNJ. L'entité fusionnée tient parole. Elle protège notre ville contre les prédateurs d'âmes. Mais parfois je me demande, qui nous protégera contre elle? Préparez-vous, commençons l'histoire neuve. Vous allez mourir de peur. Je suis docteur Hélène Rousseau, médecin légiste en chef à Strasbourg depuis 22 ans. L'histoire que je vais vous raconter concerne un simple miroir, accroché dans notre morgue. Et comment ce miroir est devenu la fenêtre vers quelque chose que l'humanité n'était pas censée voir. Le miroir était là depuis la construction de la morgue, en 1987. Un simple miroir rectangulaire de 2 mètres sur 1 mètre, encadré de métal chromé, fixé au mur principal de la salle d'autopsie. Rien d'exceptionnel, juste un outil pratique pour nous permettre de voir notre travail sous différents angles. Tout a changé le 14 octobre dernier, quand j'ai commencé l'autopsie de Madame Georgette Blanc, 86 ans, décédée paisiblement dans son sommeil. Une autopsie de routine pour déterminer les causes exactes du décès dans le cadre d'une assurance vie.
Pendant que je procédais à l'examen externe, j'ai levé les yeux vers le miroir pour vérifier quelque chose, et j'ai failli lâcher mes instruments. Le reflet n'était pas correct. Dans le miroir, Madame Blanc était assise sur la table d'autopsie, parfaitement vivante, me regardant avec des yeux pétillants de malice. Mais quand j'ai baissé les yeux vers le corps réel, il était toujours allongé, immobile et froid comme prévu. « Docteur Rousseau !» m'a dit mon assistant Thomas en remarquant ma pâleur. « Ça va ?» J'ai regardé à nouveau le miroir. Cette fois, le reflet était normal. Madame Blanc morte sur la table, moi penché sur elle avec mes instruments, comme si rien ne s'était passé. « Tout va bien, Thomas. Continuons. » Mais au cours des jours suivants, le phénomène s'est répété avec chaque autopsie. Le miroir me montrait les morts comme s'ils étaient encore vivants, mais pas seulement vivants, heureux, souriants, libérés de leur souffrance terrestre. Monsieur Pierre Durand, mort d'un cancer généralisé, apparaissait dans le miroir sans ses tumeurs, radieux et en pleine santé. Mademoiselle Sophie Martin, victime d'un accident de voiture, se montrait intacte, dansant même sur la table d'autopsie avec une joie enfantine. Au début, j'ai pensé à des hallucinations dues au stress. Mais Thomas a commencé à voir les mêmes choses. « Docteur », m'a-t-il chuchoté un matin, après avoir aperçu un enfant décédé jouer avec un ballon invisible dans le reflet, « ce miroir, il nous montre quelque chose, non ?» J'ai commencé à étudier systématiquement le phénomène. Chaque mort avait un reflet différent dans le miroir, mais tous exprimaient une forme de bonheur, de sérénité, de complétude que leur corps physique n'avait jamais connu de leur vivant. C'est avec l'autopsie du père Mathieu Leroux que j'ai compris ce que nous voyons réellement. Le vieux prêtre était mort dans son confessionnal, officiellement d'un arrêt cardiaque. Mais dans le miroir, il n'était pas seul. Des centaines de silhouettes lumineuses l'entouraient, hommes, femmes, enfants, tous rayonnant de paix, et ils nous regardaient. « Ils savent qu'on peut les voir ?» ai-je murmuré à Thomas, en observant la foule de défunts qui nous souriait depuis le miroir. Le père Leroux, dans son reflet, s'est approché de la surface du miroir, comme s'il venait vers une vitre. Il a posé sa main contre le verre du côté opposé, et j'ai senti une chaleur émaner de cette zone précise. Docteur Rousseau, sa voix résonnait étrangement, pas dans mes oreilles, mais directement dans ma tête. Vous pouvez nous voir parce que vous passez vos journées à la frontière entre la vie et la mort. Votre âme s'est adaptée. Thomas a reculé, effrayé. Mais moi, j'étais fasciné. Après des années à étudier la mort de l'extérieur, j'avais enfin l'occasion de communiquer avec ceux qui l'avaient traversée. « Où êtes-vous exactement ?» ai-je demandé au reflet du prêtre. « Nous sommes dans l'entremonde », a-t-il expliqué. « Un espace de transition où les âmes se préparent avant de continuer leur voyage. Certaines y restent quelques heures, d'autres quelques années. Tout dépend de ce qu'elles ont à résoudre. » Autour de lui, les autres défunts hochaient la tête en souriant. Je reconnaissais plusieurs visages, des personnes que j'avais autopsiées au cours des derniers mois. « Mais pourquoi ce miroir ?» ai-je insisté. « Pourquoi pouvons-nous vous voir maintenant ?» Le père Leroux a échangé un regard avec les autres âmes. « Parce que quelque chose arrive, docteur. La barrière entre notre monde et le vôtre s'amincit dangereusement, et nous avons besoin de votre aide. » L'image dans le miroir a changé. Au lieu de la morgue, il nous montrait maintenant des scènes de la ville de Strasbourg. Mais cette ville était différente, sombre, envahie par des créatures d'ombre qui se glissaient entre les bâtiments comme des serpents de fumée noire. Ces entités viennent d'un plan dimensionnel inférieur, a expliqué le prêtre. Elles se nourrissent de désespoir, de peur, de souffrance, et elles ont trouvé un moyen de percer la barrière. Thomas s'est approché du miroir malgré sa peur. « Comment pouvons-nous vous aider ?»« En devenant des ponts, » a répondu une autre voix. C'était Madame Blanc, la première que j'avais vue dans le miroir. Vous pouvez transmettre nos messages aux vivants, les avertir du danger qui approche. Soudain, l'image du miroir s'est brouillée. Les visages des morts ont exprimé de la panique, regardant quelque chose que nous ne pouvions pas voir. « Elles arrivent !» a crié le père Leroux. « Les entités ont trouvé notre refuge. Docteur, vous devez fermer le passage. »« Quel passage ?» ai-je demandé, mais il était trop tard. Une ombre massive a envahi le miroir.
engloutissant les âmes dans une obscurité totale. Et cette ombre a commencé à sortir du miroir, s'écoulant comme un liquide noir sur le sol de la morgue. Thomas a hurlé. L'ombre s'étendait vers nous, et partout où elle touchait, la température chutait brutalement. L'entité d'ombre qui sortait du miroir n'avait pas de forme définie, mais je sentais sa présence malveillante remplir toute la morgue. L'air est devenu épais, difficile à respirer, et les néons au-dessus de nous ont commencé à grésiller avant de s'éteindre un par un. Thomas s'est précipité vers la sortie, mais la porte s'est claquée violemment, refusant de s'ouvrir. Nous étions piégés avec cette chose qui continuait à s'écouler du miroir, comme une marée noire et visqueuse. « Docteur !» La voix du père Leroux résonnait encore faiblement depuis le miroir. « Le sel! Utilisez le sel !» Le sel? J'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément. Puis je me suis souvenu, nous gardions du sel de mer pour certaines procédures de conservation d'urgence. J'ai couru vers l'armoire de stockage, l'ombre me poursuivant en sifflant comme un serpent géant. Mes mains tremblaient en ouvrant le conteneur de sel. L'entité était maintenant à quelques centimètres de moi, et je pouvais sentir son souffle glacial sur ma nuque. J'ai jeté une poignée de sel derrière moi. L'effet a été immédiat et dramatique. L'ombre a reculé en émettant un cri perçant qui ressemblait au bruit de métal déchiré. Là où les grains de sel l'avaient touché, sa substance noire fumait et se désintégrait. « Entourez le miroir !» a crié Thomas, comprenant instinctivement ce qu'il fallait faire. Ensemble, nous avons versé le sel en formant un cercle parfait autour de la base du miroir. L'entité, prise au piège, s'est débattue furieusement, mais elle ne pouvait plus s'étendre au-delà de la barrière de sel. Dans le miroir, les visages des morts sont réapparus, mais ils étaient différents maintenant, plus lumineux, plus déterminés. Le père Leroux s'est avancé vers la surface du verre. « Maintenant, docteur, brisez le miroir. C'est le seul moyen de refermer le passage. » J'ai pris un marteau d'urgence accroché au mur et j'ai frappé le centre du miroir de toutes mes forces. Le verre s'est fissuré en étoiles et immédiatement l'entité d'ombre a commencé à être aspirée vers les fissures, comme de l'eau s'écoulant par un trou. « Merci, docteur », a murmuré le père Leroux alors que son image s'estompait. « Vous avez sauvé les deux mondes, mais gardez les fragments. Si jamais le passage se rouvre, vous pourrez nous contacter. » Le miroir s'est complètement brisé dans un fracas de verre. L'entité d'ombre a disparu avec un dernier cri de rage, aspiré dans le néant entre les dimensions. Thomas et moi sommes restés silencieux pendant de longues minutes, contemplant les débris de verre et le cercle de sel qui avait sauvé nos âmes. Aujourd'hui, j'ai installé un nouveau miroir dans la morgue, un miroir ordinaire qui ne montre que des reflets normaux. Mais je garde précieusement les fragments de l'ancien dans un tiroir verrouillé parce que le père Leroux avait raison. Si le passage se rouvre un jour, nous aurons besoin de nos alliés de l'entremonde. Et quelque chose me dit que ce jour approche. Préparez-vous, commençons l'histoire 10. Vous allez mourir de peur. Je suis docteur Vincent Legrand, médecin légiste à Paris depuis 28 ans. Aujourd'hui, je prends ma retraite. Cette dernière autopsie sera aussi mon testament, car ce que j'ai découvert cette nuit va révolutionner notre compréhension de la mort, ou nous détruire tous. Le corps qu'on m'a amené était celui de Dr Elena Varga, une anthropologue de 52 ans spécialisée dans les rituels funéraires anciens, officiellement morte d'une embolie pulmonaire dans son laboratoire de la Sorbonne. Mais dès que j'ai ouvert le sac mortuaire, j'ai su que cette femme n'était pas morte de cause naturelle. Son corps irradiait une énergie palpable, comme de l'électricité statique avant un orage. Mes instruments métalliques vibraient quand je les approchais de sa peau, et l'air autour d'elle scintillait parfois, comme des mirages de chaleur en été. Dans sa main droite, elle serrait un petit objet que les enquêteurs avaient négligé, un scarabée en or gravé de hiéroglyphes égyptiens. Mais ce n'était pas un simple bijou archéologique. L'objet était tiède, presque vivant au toucher, et les gravures semblaient bouger sous mes doigts. Mon assistant cette nuit était Paul Moreau, un jeune interne brillant mais nerveux. Quand il a vu le scarabée, il a pâli. « Docteur Legrand,
Je crois avoir déjà vu ce symbole quelque part. Dans mes cours d'histoire ancienne, c'est le scarabée de Thoth, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Thoth, le dieu égyptien de la sagesse et gardien des secrets de l'au-delà. Selon la légende, ces scarabées servaient de clé pour ouvrir les portes entre le monde des vivants et celui des morts. Quand j'ai commencé l'incision, le sang de Dr Varga n'était pas rouge mais doré, comme du miel liquide mélangé à de la poudre d'or. Et ce sang doré pulsait encore, circulant dans ses veines avec une vie propre. « Paul, prends des photos de tout », ai-je murmuré, fasciné par cette anomalie impossible. Mais au moment où Paul a levé son appareil, Dr Varga a ouvert les yeux. Des yeux qui n'étaient plus humains. Ils brillaient de la même lumière dorée que son sang, et dans leurs pupilles, je pouvais voir défiler des scènes de l'Égypte ancienne, des pyramides, des temples, des rituels de momification. Docteur Legrand, sa voix résonnait avec des harmoniques impossibles, comme si plusieurs personnes parlaient à l'unisson. « Vous ne devriez pas être ici. Cette autopsie n'était pas prévue dans le grand plan. » Elle s'est assise sur la table, son torse encore ouvert par mon incision, mais aucune goutte de sang doré ne coulait. Au contraire, ses tissus se réparaient sous nos yeux, se refermant avec une précision chirurgicale surnaturelle. Je suis revenu avec un message, a-t-elle continué, en fixant ses yeux lumineux sur moi. L'humanité a oublié les véritables règles de la mort, et cette ignorance va coûter très cher. Paul tremblait derrière moi, mais je restais fasciné par cette impossible résurrection. « Asseyez-vous, docteur Legrand », a ordonné docteur Varga de sa voix multi-harmonique. « Ce que vous allez apprendre changera votre perception de votre métier pour toujours. » Malgré moi, j'ai obéi. Quelque chose dans sa voix exerçait une autorité hypnotique irrésistible. Paul s'est effondré sur une chaise, ses yeux ne quittant pas cette morte qui nous parlait, comme si elle n'avait jamais cessé de vivre. Pendant 40 ans, j'ai étudié les rituels funéraires des anciennes civilisations, a expliqué Dr Varga en se levant de la table d'autopsie avec une grâce surnaturelle. Égyptiens, Sumériens, Aztèques, tous avaient compris quelque chose que la médecine moderne a oublié. Elle s'est approchée de nous et j'ai vu que ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol. Elle flottait à quelques millimètres du carrelage de la morgue. La mort n'est pas un événement, docteur. C'est un processus complexe, une transformation qui peut prendre des jours, des semaines, parfois des années pour se compléter totalement. Et pendant cette période de transition, l'âme reste partiellement liée au corps. Le scarabée doré dans sa main s'est mis à briller de plus en plus fort, projetant des ombres dansantes sur les murs de la morgue. Chaque autopsie que vous pratiquez, chaque incision que vous faites sur un mort récent, perturbe ce processus. Vous arrachez violemment des âmes qui n'avaient pas fini leur transition. Et ces âmes arrachées, elles ne peuvent pas trouver la paix. J'ai senti un frisson glacial remonter le long de ma colonne vertébrale. Vous voulez dire que vous créez des fantômes, oui, des âmes traumatisées, coincées entre deux mondes. Chaque médecin légiste est, sans le savoir, un créateur de revenants. Paul a gémi derrière moi. Mon Dieu, tous ces corps que nous avons disséqués... Docteur, Varga a hoché la tête tristement. Ils sont tous encore là, autour de nous. Regardez vraiment, docteur Legrand. Ouvrez vos yeux au-delà de la réalité physique. Elle a tendu sa main vers moi. Quand j'ai touché ses doigts, ma vision s'est transformée. Soudain, la morgue grouillait de présence. Des centaines de silhouettes translucides erraient entre les tables d'autopsie, toutes portant les marques de nos scalpels, toutes nous regardant avec des yeux emplis de confusion et de colère. « Ils sont là depuis le premier jour où vous avez ouvert un corps », a murmuré Dr Varga. « Ils vous suivent, ils vous hantent, ils attendent que vous compreniez ce que vous leur avez fait. J'ai reconnu des visages. Monsieur Dubois, mort l'année dernière. Madame Martin, que j'avais autopsiée la semaine passée, des dizaines d'autres, tous ceux que j'avais disséqués au cours de ma longue carrière, et ils se rapprochèrent de nous avec des intentions que je préférais ne pas connaître. Ils veulent leur revanche, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré, en voyant la horde de morts vivants spectrales se presser autour de nous. Docteur Varga a secoué la tête. « Non, docteur Legrand, ils veulent quelque chose de bien plus précieux. Ils veulent finir leur transition, et pour ça ils ont besoin que vous répariez ce que vous avez cassé.
Le scarabée doré dans sa main pulsait maintenant comme un cœur, synchronisé avec les battements de mon propre cœur. Ce talisman de Thoth peut ouvrir les portes du passage. Mais il faut une âme vivante pour l'activer, une âme qui porte le poids de tous ces morts inachevés. J'ai compris avec horreur où elle voulait en venir. Vous voulez que je meure? Pas mourir, docteur. Vous sacrifiez volontairement pour libérer tous ceux que vous avez piégés dans les limbes. Votre âme servira de pont, permettant à toutes ces âmes traumatisées de traverser enfin vers l'au-delà. Paul s'est levé brusquement. Docteur, le grand, ne l'écoutez pas. C'est de la folie. Mais en regardant tous ces fantômes qui m'entouraient, tous ces visages que je reconnaissais, j'ai senti le poids de 28 années d'autopsie s'abattre sur mes épaules. Combien d'âmes avais-je perturbées? Combien de morts avais-je empêché de trouver la paix? Il y a autre chose, a ajouté Dr Varga. Si vous refusez, ces âmes vont devenir de plus en plus agitées, de plus en plus dangereuses. Elles finiront par se manifester physiquement, créant une épidémie de hantise dans tout Paris. Votre morgue deviendra l'épicentre d'un chaos surnaturel. Comme pour confirmer ces paroles, les fantômes autour de nous ont commencé à devenir plus solides, plus visibles. Leurs mains translucides se tendaient vers moi et je sentais leurs doigts glaciales effleurer ma peau. « Vincent !» a murmuré la voix de M. Dubois. « Vous m'avez ouvert le ventre sans me demander mon avis. Maintenant, c'est mon tour de vous ouvrir. » J'ai pris le scarabée des mains de Dr Varga. L'objet était brûlant, mais sa chaleur était apaisante, comme un baume sur une blessure ancienne. Comment dois-je procéder? Placez le scarabée sur votre cœur et récitez les paroles que je vais vous enseigner. Votre sacrifice ouvrira les portes, et tous ces morts pourront enfin continuer leur voyage vers l'éternité. J'ai regardé Paul une dernière fois. Prends ma place, mon garçon. Mais souviens-toi de cette leçon, respecte toujours les morts. Ils sont plus conscients que nous le pensons. J'ai pressé le scarabée contre ma poitrine et j'ai commencé à réciter les paroles anciennes que Dr Varga murmurait à mon oreille. Une lumière dorée a envahi mon corps et j'ai senti mon âme se détacher de ma chair. Autour de nous, tous les fantômes ont souri et se sont dissous dans la lumière, libérés enfin. Mon dernier souvenir de vivant. Paul qui pleurait en voyant mon corps s'effondrer et Dr Varga qui disparaissait dans un éclat doré. Maintenant, je veille sur cette morgue comme gardien des âmes, et je m'assure qu'aucun médecin légiste ne répète mes erreurs.